Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin. Ce soir et à 48 heures de la fin de la campagne présidentielle, cette question, comment ce scrutin est-il vu depuis l'étranger, en Europe, aux États-Unis? Qu'a-t-on pensé du débat d'entre-deux tours et qu'attend-on de la France, de sa place et de son éventuelle influence? Le débat avec de nombreux invités à notre compagnie. Les deux candidats étaient en meeting ce soir. Marine Le Pen dans la Somme, Emmanuel Macron à Albi. Dernière réunion pour convaincre, mobiliser et plus largement, comment rassembler dans un pays divisé? La tâche du prochain président de la République sera énorme. Sur ce sujet, le match des idées opposera l'essayiste Mathieu Bock-Côté à Laurent Geoffrin, directeur de Libération. Enfin, l'entretien, mon invité s'est plongé dans la vie et le parcours d'Emmanuel Macron, grand reporter au Figaro. Anne Fulda a dressé un portrait intimiste du candidat d'En Marche, une enquête fouillée et documentée qui s'intitule « Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait » chez Plomb. Le grand entretien, c'est tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Vos questions et réactions avec le hashtag OVPL. Et avant notre premier débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Plus de 16,5 millions de téléspectateurs devant leur télévision hier soir pour regarder le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est le plus mauvais score d'un débat présidentiel depuis 1981 où le débat Giscard d'Estaing-Mitterrand avait attiré environ 30 millions de Français devant leur poste. Déclaration. Après un débat tendu, une dernière journée de campagne mouvementée pour les deux finalistes. Des slogans hostiles accompagnés de G2 pour Marine Le Pen à Dol de Bretagne en Ille-et-Vilaine. Ah oui, les types de Rennes, c'est des durs. C'est ceux qui cassent tout sur leur passage. Oui. C'est ceux qui devraient être dissous d'ailleurs. Patience, bien sûr. Messieurs, dames, allez-y, on vous rejoint. Qui se croient tout permis parce que ça fait des années et des années qu'on les laisse faire. Et des militants syndicaux en colère à Albi pour Emmanuel Macron dans le Tarn. Vous savez, on peut décider de passer en voiture et de ne pas aller au contact des gens. 90% des gens qui font campagne aujourd'hui font ça. Mais je considère que c'est une bonne chose d'y aller, d'autant que c'était des femmes et des hommes. On ne partage pas les mêmes avis, mais on se respecte mutuellement. Ce soir, les deux candidats ont tenu leur ultime meeting de campagne. Marine Le Pen à Ennemin en Picardie et Emmanuel Macron à Albi dans le Tarn. Emmanuel Macron. À 3 jours du second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron engrange encore les soutiens. Le président américain Barack Obama qui s'engage aujourd'hui dans la présidentielle, mais aussi les leaders des cultes musulmans, protestants et juifs en France qui ont appelé dans une déclaration commune à voter contre Marine Le Pen en glissant un bulletin Macron dans l'urne. Polémique. Marine Le Pen qui insinue qu'Emmanuel Macron possède un compte offshore aux Bahamas, des documents qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour stopper la rumeur, le candidat a décidé de porter plainte contre X pour faux, usage de faux et diffusion de fausses nouvelles destinées à influencer le scrutin. Le parquet de Paris a annoncé dans la foulée avoir ouvert une enquête préliminaire. L'événement. La fameuse clause Molière continue à faire parler d'elle. Cette mesure, mise en place dans plusieurs régions gérées par la droite, vise à imposer la langue française sur les chantiers. Dans une instruction interministérielle, 4 ministres évoquent une clause illégale car contraire au droit européen. Ils demandent au préfet d'en réclamer le retrait. Ce sont donc désormais les tribunaux qui devront juger si cette clause est illégale ou pas. Justice. Né ni homme, ni femme, un homme de 66 ans demandait la reconnaissance du sexe neutre sur ses papiers d'identité. La Cour de cassation a refusé sa demande, considérant que la binarité des sexes est nécessaire à l'organisation sociale et juridique française. L'issue d'un long combat juridique qui devrait maintenant se poursuivre devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et alors que nous sommes encore plongés dans cette campagne présidentielle qui touche bientôt à sa fin, on pose cette question sous forme de bilan ce soir. Comment nos voisins, nos partenaires et plus largement les autres pays ont vu et vécu cette élection, cette campagne? La présidentielle française a en tous les cas occupé une large place dans les
médias du monde entier. On va en parler avec nos invités ce soir. Benoît Pellistrandi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne. Alex Taylor, bienvenue et bonsoir à vous. Vous êtes journaliste européen. Nous accompagne également Karine Finkenzeller, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondante en France de l'hebdomadaire allemand Vivo, Semaine de l'économie. Et François Durper-Ella, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, historien, spécialiste des États-Unis et auteur de la BD La Présidente, tome 3, La Vague, paru aux éditions Les Arènes, que l'on voit à l'écran. Alors, madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de faire un rapide tour du monde des unes de la presse étrangère sur la campagne française. On voit tout cela avec Julie Hulin. La presse étrangère a suivi de près les échanges entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et assez unanimement, elle s'étonne du niveau du débat présidentiel. Un triste spectacle pour le soir. Un combat debout pour Spiegel, alors que Die Welt parle du pire débat télévisé dans l'histoire de la Ve République. Pointée du doigt, Marine Le Pen, accusée d'avoir fait du Trump, en faisant régner une ambiance de comptoir de bistrot français. En Espagne, El Mundo évoque un spectacle honteux où Macron est apparu comme un mal mineur et Le Pen un mal majeur. De l'autre côté de la Manche, le Guardian déplore un débat éprouvant ponctué d'insultes personnelles et venimeuses. Aux États-Unis, on parle d'un surprenant débat à l'américaine. Mais en une du Washington Post, c'est un couple qui s'affiche et qui intrigue. En titre, Macron brise les codes avec une femme plus âgée. Voilà, il y a parfois une originalité dans les titres étrangers, mais de manière générale, les titres des autres médias ressemblent ce matin aux titres des quotidiens français. Comment vous l'avez vécu les uns et les autres, Alex Taylor, ce débat hier soir? Moi, je vais vous étonner, mais moi, je trouve que c'était génial. Tout simplement parce que c'est un vrai débat. Vous avez de la chance. Parce que nous aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué avec tout ce qui vous arrive en ce moment, mais nous aussi, on fait une campagne électorale depuis hier, parce que pour les législatives. Et Theresa May a annoncé il y a une semaine qu'elle ne participera pas à un débat à la télévision. Il y a toujours eu un débat ces dernières élections, mais elle ne veut plus participer. Donc, ça va être la chaise vide. Donc au moins vous avez la chance d'avoir un vrai débat. Bien sûr c'est du personnel, mais j'ai une nouvelle pour vous. La politique c'est souvent très personnel. C'est très rare, même dans nos télévisions à l'étranger, que ce soit uniquement au niveau des idées abstraites. En Grande-Bretagne, c'est rarement le cas. Nous sommes déjà beaucoup moins dans les choses abstraites que vous. Là, il y avait de la passion. Je ne me suis pas emmerdé pendant 2 heures, j'étais scotché devant l'écran. Il y a de la passion, mais il y a des idées aussi. Et une chose que j'aimerais bien dire, c'est que moi qui fais des émissions de radio et de télévision sur l'Europe depuis 30 ans, et où souvent j'ai entendu dire, on m'a souvent dit, vous savez Alex, l'Europe n'intéresse personne, et bien là, pour le coup, il y a un vrai débat européen en France en ce moment, entre deux conceptions, mais radicalement différentes de l'avenir de notre continent. Moi, franchement, j'ai trouvé ça passionnant. Vous savez, il est revigorant, votre avis. Ça nous fait du bien, parce que nous, depuis ce matin, Benoît Pellistrandi, on tape à bras raccourcis sur ce débat. Mais plus sérieusement, est-ce que ce débat, il n'est pas à l'image de la campagne, finalement? Est-ce qu'il fallait être surpris de tant de violence, et certains disent d'abaissement? Oui, moi je ne partage pas l'enthousiasme d'Alex Taylor, même si effectivement je suis d'accord avec vous, c'est un avis revigorant et qui fait revoir de façon un peu différente ce qu'on a vu hier. Moi j'étais un peu consterné parce que je ne pensais pas un jour assister à quelque chose comme cela et je pense qu'en plus il y avait un déséquilibre entre une candidate qui n'a pas hésité à briser tous les codes et Emmanuel Macron qui, sans doute à cause, je dirais, de sa jeunesse, devait se présidentialiser, donc ne pas tomber dans ce piège, mais qui en même temps était en permanence harcelé. Alors, contrairement à Alex Taylor, moi je me suis ennuyé. Il y a vraiment des moments où on a décroché parce que le son ne marchait pas, c'est-à-dire qu'ils parlaient tous en même temps. Mais vous avez raison d'insister, c'est à l'image de la campagne. Et je pense que ça fragilise l'action du quinquennat à venir parce qu'il y a 3 éléments dans cette campagne. Une campagne normalement construit un thème dominant. Là, bien malin qui est capable de dire quel est le thème dominant. Alors,
peut-être l'Europe finalement. Deuxième élément, on n'a pas du tout pendant la campagne évoqué le bilan de la majorité sortante. Or, alors certes, le candidat n'était pas, le président Personne ne veut le porter, ce bilan. Ça, on l'a vu hier, ça a été assez net, mais je pense que ce n'est pas bon pour la suite. Et puis le troisième élément, c'est qu'il y a aussi un équilibre des forces qui s'est manifesté au premier tour et qui révèle dans le vote une fracture sociale et géographique du pays comme jamais. Auparavant, on avait quand même un vote qui était national. Là, maintenant, on a un vote éclaté au niveau territorial qui dit les fragilités de la société française. Karine Finkenzeller, c'était un débat qui était très très attendu. D'abord, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous l'avez retranscrit? Vous l'avez écrit un article pour votre... Non, j'ai bien écrit un article au-dessus. J'allais vous demander le titre ce matin, que vous avez choisi. Mais j'étais scotchée devant l'écran comme mon collègue, ça c'est sûr. Et à mon avis, le débat hier, il était révélateur. Enfin, on a vraiment vu le vrai caractère de Madame Le Pen, qui était quand même très bien cachée pendant ces derniers mois. Et aussi, c'était révélateur aussi dans le sens qu'on a vu qu'elle est vraiment mal préparée pour prendre ce poste. Et je vais vous dire encore une chose. Moi-même, je suis fille des parents ouvriers. J'étais pas élevée dans une situation aisée. Il manquait pas mal de choses chez nous, mais ce qui manquait jamais, c'était le respect envers l'autre. Et si aujourd'hui, un seul ouvrier me dit que oui, je veux bien, et c'est bien Marine Le Pen qui me représente en France, je n'ai plus rien à dire. Il y en a beaucoup, vous savez. Oui, je le sais, mais je suis vraiment désolée. Vous savez, je peux comprendre pas mal de choses. La colère des ouvriers aussi, et voilà... certaines idées qu'on aimerait bien changer, la situation, le système économique et pas mal de choses. Mais si un ouvrier me dit dans le visage que c'est bien Marine Le Pen qui le représente, et je suis désolée, mais c'est leur choix et beaucoup vous le diront. À moi, ça c'est sûr. Ah oui, mais beaucoup vous le diront. François Durper, on va parler aussi du regard depuis les États-Unis. Une question, parce que ce débat, c'est aussi la France. Ce débat où les Français vont devoir choisir un futur chef d'État, un futur chef des armées, puis celui qui va occuper le bureau de l'Élysée. Donc comme tous les regards étaient tournés vers ce débat, c'est aussi l'image de la France qui était visible hier. Oui, bien sûr, c'est l'image de la France à travers le monde. D'ailleurs, ça a été une partie du débat, et même à la fin du débat, il a terminé là-dessus, Macron, en marquant sans doute un point, en disant il y a aussi cela à prendre en compte, l'image de la France à l'étranger. Et d'ailleurs, Marine Le Pen a tout de suite corrigé en disant non, j'ai une très bonne image, mais lui parlait de l'image à l'intérieur des sociétés civiles. Elle parlait du fait qu'elle ressemblait à Donald Trump, qu'elle pouvait ressembler à Poutine, qu'elle était de cette même nature, de ce même argile de dirigeant. Finalement, aujourd'hui, en tout cas, quand on lit la presse américaine, on constate que les Américains sont plutôt rassurés. Vous vous rappelez que ces 3 débats américains avaient été qualifiés, en tout cas le deuxième, de the worst, le pire débat de toute l'histoire des États-Unis, tellement il était violent. Je me souviens même des sondages post-débat qui donnaient largement victorieuse Hillary Clinton. Hillary Clinton, les 3 débats ont été gagnés par Hillary Clinton. Vous savez que Donald Trump est président des États-Unis. Oui, ça ne va pas échapper. Mais il y a aussi la question avec sa belle mèche qu'on voit derrière vous. Mais la question, elle était, ça nous rassure, vous avez aimé la campagne américaine, aussi vulgaire, aussi violente, aussi en dessous de la ceinture. Il y a de l'ironie. Vous adorez la campagne française qui a été pire que nous. Il y a de l'ironie. Et puis il y a un effet évidemment de la personnalité de Marine Le Pen. Vous savez que beaucoup d'Américains connaissent mieux le visage de Marine Le Pen que du président français. Elle est apparue sur les écrans américains, CNN, aussi parce qu'il y a l'effet Trump. C'est celle qui ressemble à Trump, qui a voulu voir Trump, même si Trump l'a un peu éconduit. Et puis la troisième chose, et là je ne suis pas tout à fait complètement d'accord, c'est le thème dominant de cette campagne. En tout cas du côté des États-Unis, on a compris qu'il y avait un thème dominant dans la campagne française et c'était le même que celui
qui a fait la campagne américaine, c'est-à-dire les frontières, la place des frontières. Ce fameux, vous savez, cette dichotomie dont Thomas Friedman parlait dans le New York Times, wall people d'un côté, web people de l'autre, mondialisme contre nationalisme. Et d'ailleurs, il y avait un beau reportage dans le New York Times il y a quelques temps sur la ville d'Albi. Albi, eh bien, Macron y était il y a quelques minutes. Et puis, ce reportage parlait des services publics qui fermaient, parlait de l'absence de travail. Et tous les Américains, en lisant cela, se sont dit, finalement, Albi, c'est le Michigan, c'est le Wisconsin, c'est la Pennsylvanie, tous ces États qui ont voté Trump et qui auraient dû voter normalement Clinton, parce que normalement c'est the blue wall, c'est les États bleus, c'est les États de gauche. Donc ils ont compris, ceux qui s'informent, on parle du Washington Post, on ne parle pas de la presse du fin fond des États-Unis, ceux qui s'informent en tout cas ont compris le parallélisme avec les États-Unis. Votre réaction à cet argumentaire, Alexandre? Oui, mais je pense qu'il ne faut jamais oublier que votre système est très présidentiel, donc ça personnalise forcément le débat. Moi je les regarde même là, parce que c'est intéressant de les regarder. Ah, vous en redemandez encore? Oui, parce que c'est très personnel. Donc, c'est particulier. Quand vous regardez, par exemple, ce qu'on reproche énormément à Theresa May, et on a vu aussi pendant la campagne du Brexit, c'est une espèce de sur-media training, et les media trainers qui leur installent 2 ou 3 phrases qu'il faut caser dans chaque phrase. Dans la campagne pour le Brexit, par exemple, il fallait que tous les gens qui étaient pour le Brexit casent la phrase « take back control » dans chaque phrase. Là, quelqu'un a dit à Theresa May, qui devient très robotique, « coalition of chaos », la coalition de chaos, si vous votez pour les autres. Là, hier soir, c'était pas du media training. On a dû leur donner quelques conseils, mais c'était très personnel. Mais après, c'est ce que veut votre système. Vous avez un président, une présidente de la République qui est très puissant. Donc, c'est très personnel. Et quand je les regarde, regardez-les. Ces 2 personnes qui sont là, ce ne sont pas 2 robots. C'est 2 personnes qui sont obligées de vendre leur personnalité et leur politique. Donc, je trouve que le système français encourage un vrai discours, même en dépit de ce que vous pensez. Et une incarnation, en fait, c'est ce que vous dites, Alex Taylor, Benoît Palistrandi. C'est vrai que notre système, c'est un petit peu, si je pousse un petit peu, c'est une monarchie présidentielle qui pousse à une très forte incarnation de la figure présidentielle. Complètement, et je pense que justement un des déséquilibres de cette campagne, parce qu'on est quand même très conservateur en France, les fameux débats, on a eu Giscard-Mitterrand et on a eu le match retour, on a eu Mitterrand-Chirac, on a eu Chirac-Jospin, on aurait dû avoir Chirac-Jospin le retour en 2002. Là, c'était évidemment une affiche complètement inédite, parce que en 2007... C'était une affiche inédite, mais 2 représentants de partis gouvernement, et en 2012, président sortant et candidat socialiste. Donc, c'est vrai qu'il a fallu s'habituer à une candidate dont tous les sondages indiquent qu'elle n'a aucune chance d'arriver à l'Élysée, et par ailleurs, un autre candidat qui est quand même un ovni politique, qui a à peine 40 ans et qui n'a pas, je dirais, le curriculum de Giscard d'Estaing quand il était candidat en 1974, qui avait déjà derrière lui une longue expérience politique. Donc cette question de l'incarnation nous a d'autant plus, je dirais, donné le vertige qu'on sort aussi d'une incarnation par le président Hollande, pour le moins imparfaite. Oui, on reparlera de cela, cette figure, en tout cas cette attaque de l'héritier, mais il y a une autre attaque qui a dû retenir votre attention, Karine Finkenzeller, hier. C'est quand Marine Le Pen a dit, de toute façon, il y aura 2 femmes à la tête de la France. C'est soit moi, soit Madame Merkel. Oui. C'est un argument que j'ai entendu pas mal de fois ces derniers mois. Et franchement, je vais vous dire une chose. J'ai déjà dit à un ami il y a quelques jours, et si c'est vrai qu'une seule femme peut gérer les chefs d'État et de gouvernement de 27 autres pays, donc ici elle est allemande, donc je me sens flattée. Donc, mais nous on se sent un peu rabaissé si vous êtes flattée de nous diriger. C'est quand même ridicule de ce argument, parce que vous savez, c'était peut-être aussi, moi je fais pas un bilan si critique du quinquennat de M. Hollande que beaucoup d'autres journalistes, parce que ce qui est vrai, il y avait un partenariat entre lui et Madame Merkel où
il n'est pas assez souvent sorti des meetings en se tapant sur les épaules. Et j'ai dit, moi, je suis le grand vainqueur. Et voilà, elle a dû renoncer à celui ou cela. Non, c'était pas le cas. C'était plutôt un partenariat et on s'est peut-être pas rendu compte tout le temps parce que et ce qui est vrai aussi, regardez par exemple l'Ukraine. Personne n'en parle beaucoup, mais si c'était pas pour le partenariat de M. Hollande, de Mme Merkel et aussi le chef du gouvernement, il y a eu des fruits, tout n'est pas noir. Qui ont pris le voyage pour y aller et parler avec on voit sur l'aspect du chômage, on voit sur l'aspect de la sécurité plus que sur l'aspect de l'Europe. On a quand même évité une guerre, ce qui n'est pas rien à mon avis. Il y avait aussi l'union bancaire, et l'Allemagne n'était pas trop convaincue depuis le début. Il y avait aussi comme quoi il y a le verre à moitié plein pour le bilan de François Hollande. Il y avait pas mal de gens en Allemagne qui ont dit oui, là c'est mieux que la Grèce s'en va. C'était quand même la France qui a dit mais écoutez, faut quand même pas exagérer. Donc, mais jamais Hollande, il est sorti de tout cela, disant oui, moi je suis vraiment super. Alors, c'est Macron qui était là hier soir et pas Hollande, en dépit de ce qu'a dit Marine Le Pen tout au long de la soirée. Il faut quand même remarquer que sur ce couple franco-allemand, alors on a toujours du mal à définir ce qu'est un populiste. En tout cas, là on voit ce que n'est pas un populiste, puisque Macron à plusieurs reprises, la perche était tendue et disait mais c'est Angela Merkel qui va gouverner. Lui n'a pas dit non, vous verrez ce que vous verrez, je vais être très dur avec Angela Merkel. Beaucoup de politiques auraient dit cela. Lui a toujours essayé de faire de la pédagogie par rapport au couple franco-allemand, sentant peut-être que dans la population française, c'est pas forcément gagné ce point-là. Il a choisi de faire de la pédagogie, ça c'était important. Et elle, d'ailleurs, lui a dit, mais vous êtes un extrémiste de l'Europe, vous êtes un extrémiste européen. Et ça, par exemple, la presse américaine le relève assez bien, parce que les deux adjectifs qui servent à désigner, il faut bien le désigner, puisque est-il de droite, est-il de gauche, c'est compliqué à expliquer aux Américains. Donc les deux adjectifs sont centriste et européen. Européiste, celui qui est pour l'Europe. Restons justement sur cette identité, elle est très intéressante. Comment elle est définie à l'aune de vos différents pays, même si vous êtes journaliste européen, je le rappelle, Alex Taylor. Comment l'identité politique d'Emmanuel Macron est-elle définie à l'étranger, par exemple en Grande-Bretagne? Comment est-ce qu'elle est appréhendée? Où est-ce qu'il est placé dans ce paysage politique? Alors c'est un peu attristant, mais je crois que c'est un peu le cas pour peut-être d'autres médias aussi. Mais surtout, j'ai remarqué la couverture de la campagne française, mais aussi des récentes campagnes aux Pays-Bas, par exemple, les télévisions étrangères, surtout britanniques et américaines, sont braquées sur les mouvements d'extrême droite. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ne sont pas du tout tenus par une espèce d'équilibre, parce que c'est une élection qui se passe dans un autre pays. Et deuxièmement, parce que ça fascine les gens. Ça rentre aussi dans un certain discours britannique, par exemple, comme quoi tout le continent est en train de virer sur le populisme. Donc, depuis 2 semaines, j'ai remarqué que les journalistes britanniques étaient bouche bée un peu de découvrir que ce n'était pas Marine Le Pen qui remportait le tout à 90%, parce qu'on n'a parlé que d'elle dans les médias britanniques. Tout d'un coup, on découvre il y a 2 semaines qu'il y a un type qui s'appelle Macron aussi, qui est arrivé au 2e tour. Depuis 2 semaines, la barre s'est redressée, on s'intéresse « Who is Emmanuel Macron ?» Et on essaie pas forcément de savoir s'il est de droite justement et de gauche, mais de savoir quelle est sa position sur l'Europe et est-ce qu'il va être favorable. Et là, on craint un peu le pire en Grande-Bretagne, et ils ont raison, que Macron va beaucoup défendre le marché unique et il va rendre le Brexit plus dur pour les Britanniques. Donc, ils s'intéressent, mais je crois que chacun voit midi à sa porte, comme vos médias sans doute dans d'autres pays, peut-être moins l'Allemagne, mais on voit qu'est-ce que ça peut rapporter pour nous. Mais c'était un grand étonnement de voir que le populisme n'a pas fait le score escompté aux Pays-Bas. Enfin, je ne sais pas si j'ose dire, je suis journaliste, mais disons que probablement pas. Donc, en France, ce dimanche, c'était un étonnement pour les médias britanniques, dont il ne faut jamais oublier que c'est très, très pour le Brexit. 90% des articles dans la presse britannique disent du mal de l'Europe.
et ont plaidé pour le Brexit. Donc, tout ce qui va dans leur sens. Nigel Farage, hier, a signé un papier, lui qui a toujours fui le Front National, puisqu'il trouvait que ce parti, lui qui le disait, était antisémite, c'était ses mots. Maintenant, il a fait un revirement et hier, il s'est engagé pleinement pour Marine Le Pen dans le Télégraphe. Il a fréquenté plusieurs fois, mais il s'est engagé hier en disant que ce sera mieux pour le Brexit, toujours, et mieux pour l'Europe. Donc, si tous les pays quittent l'Union européenne, il s'est engagé hier pour Marine Le Pen. C'est intéressant et à la fois très paradoxal que des médias étrangers s'étonnent que le Front National ne soit pas encore plus haut que ce qui avait été annoncé. Il est vrai, dans les différentes enquêtes, Benoît Palestrandi, mais ça montre ce qu'on a appelé sa normalisation, sa banalisation. Peut-être que depuis hier, il y a eu un processus inverse, mais c'est un long processus qui a été mis en place. Oui, ce qui est frappant, et là, pour le coup, en Espagne, l'inquiétude, c'était effectivement le niveau de Marine Le Pen. C'était pas de savoir si elle ne serait pas au second tour, c'était à quel niveau elle serait qualifiée. Ce qui veut dire aussi un aveuglement français, parce que ça fait quand même 30 ans, 1984, que le Front National est à 10% et ensuite a monté progressivement. C'est que nous, en France, on a toujours l'habitude de dire « Regardez, l'extrême droite est très haut en Autriche, elle est très haute aux Pays-Bas. » Puis on oublie de voir que chez nous, elle est devenue la deuxième force politique, que sans doute, effectivement, elle ne remportera pas l'élection présidentielle, mais si on en croit les sondages, Marine Le Pen peut avoir jusqu'à 40% des voix au second tour de l'élection présidentielle. Et là, c'est un score qui va beaucoup frapper une opinion publique comme l'opinion publique espagnole, qui est très euro-enthousiaste, très europhile, et qui regarde beaucoup ce qui se passe en France, parce que la France a toujours été un laboratoire politique et une sorte d'école aussi politique pour l'Espagne. Et par ailleurs, il y a aussi un parallélisme entre la décomposition du système français et la décomposition du système espagnol. Les Espagnols ont beaucoup regardé ce qui se passait au premier tour. Ils ont vu en Mélenchon une sorte de Pablo Iglesias espagnol. Et ils voient en Macron une sorte de centriste. Et d'ailleurs, toute la presse espagnole ne cesse de dire centriste. Il le qualifie sous ce nom-là. Qui est un petit peu l'option qui, autour d'Albert Rivera et du mouvement Ciudadanos, essaye de proposer une autre alternative en Espagne face aux forces conservatrices. Karin Finkielzeller, en Allemagne, on a l'impression que quasiment toute la classe politique, mis à part peut-être l'extrême droite alternative pour l'Allemagne, l'AfD, mis à part ce parti-là, tout le monde se rue, j'allais dire, pour soutenir M. Macron. C'est le cas. Oui, c'est un peu évident. Mais alors, le soutien, il est évident, mais c'est un soutien pour quelle vision de l'Europe? Certains lui reprochent en France, et il y a répondu hier, qu'il y a une vision un peu naïve, un peu robéate, voilà. Je crois qu'en Allemagne, on est bien conscient qu'il faut ajuster 2-3 choses, au moins, en Europe, ça c'est sûr. Et pour changer vraiment cette image, parce que ce qui est vrai et ce qui me déprime personnellement pas mal, et comme Allemande, c'est même si Macron gagne dimanche, et il y a quand même Quoi donc 40% peut-être qui votent Marine Le Pen, et je ne sais pas combien de gens qui s'abstiennent ou qui votent Macron par défaut. Je vais aller plus loin dans ma question. Non, mais juste pour expliquer. C'est intéressant, vous dites ça vous déprime, mais ce n'est pas une responsabilité aussi de l'Europe et de l'Allemagne c'est ce sport qu'il y a aussi chez nous. Exactement, c'est ça l'impression, parce que je serais devant la moitié des Français, peut-être qui me regardent à moi et que moi je regarde à eux, et en disant on se déteste. Et eux, ils me culpabilisent à moi parce que moi je suis allemande, et moi je dis mais écoutez, c'est peut-être un peu trop facile de chercher l'erreur toujours chez l'autre. Donc, est-ce qu'on veut vraiment continuer comme ça? Non, ce ne sera pas possible. Donc, comme ce ne sera pas possible de convaincre tous ces gens-là qui sont contre l'Europe en continuant comme jusque-là. C'est intéressant ce que vous dites. Donc l'inflexion viendra aussi de vous, surtout. Ils font changer des choses. Et voilà, personne n'a le droit
je sais pas, de la vérité. Il faut Donc, la chercher. La question, pour rejoindre ce que vous dites, est-ce que, quel que soit le score dimanche, mais quel que soit le score élevé du Front National, ça peut provoquer un électrochoc pour un vrai changement pour l'Europe? Vous y croyez? Je dirais, pour aller dans le sens de ce que vous dites, Mélenchon c'est 20%, et il y a le livre Laurent de Bismarck, qui est quand même comme manifeste germanophobe assez spectaculaire. Et si on regarde effectivement dans d'autres pays européens, cette forme de cristallisation et de fantasme autour de l'Allemagne, autour de Schäuble, parce que Madame Le Pen parle de Merkel, mais dans d'autres pays c'est Schäuble qu'on attaque, c'est quand même très inquiétant. Et ça prouve aussi que l'un des défauts de l'Europe, c'est justement que l'Europe existe, mais une opinion publique européenne n'existe pas, et peut-être que les médias portent une part de responsabilité. Alors pas vous, mais portent une part de responsabilité. On l'assume. C'est l'intervention de Obama aujourd'hui. Alors, comme on l'écoute. soutien. Allons-y, on l'écoute et vous réagissez juste après. L'élection française est d'une importance capitale pour l'avenir de la France et les valeurs que nous chérissons, parce que la réussite de la France importe au monde entier. J'admire la campagne qu'Emmanuel Macron a menée. Il a défendu des valeurs progressistes, il a mis en avant le rôle important que la France joue dans l'Europe et dans le monde. Il s'est engagé pour un avenir meilleur pour les Français. Il s'adresse à leurs espoirs et non à leurs peurs. Et j'ai récemment eu le plaisir de parler avec Emmanuel de son mouvement et de sa vision pour l'avenir de la France. Je sais que vous faites face à de nombreux défis. Je veux que tous mes amis en France sachent à quel point je veux votre réussite, parce que cette élection est bien trop importante. Je veux que vous sachiez que je soutiens Emmanuel Macron pour aller de l'avant. Vive la France! Voilà, on le sait, c'est un soutien clairement affiché. François, image, voilà, le bénéfice de l'image est là, mais quel impact au-delà? Alors, déjà, ce qui est important, c'est qu'il commence par dire je ne vais pas faire ça toutes les semaines. Hein. Je ne vais pas appeler à soutenir un tel dans tous les pays du monde parce qu'on ne va pas s'en sortir. Donc, il commence par un bel hommage à la France en disant la France, n'est pas n'importe quel pays. Ce qui se passe en France est important pour l'Europe et est important pour le monde. Et ensuite, il soutient évidemment Macron. Ça, il se fait le porte-parole de beaucoup aux États-Unis qui disent l'élection de Marine Le Pen aurait plus de conséquences pour le monde que l'élection de Donald Trump, ce qui est quand même assez étonnant, parce que l'élection de Marine Le Pen entraîne la destruction d'une monnaie, la déstabilisation de l'Europe. Et donc pour les États-Unis, en tout cas pour certains esprits avertis aux États-Unis, plus de conséquences même que l'élection de Donald Trump. Et ce en quoi ils n'ont pas forcément tort, parce qu'on voit que les institutions américaines font leur travail et que même s'il arrive à faire passer... Il y a des garde-fous. Il y a des garde-fous. Là, on le voit, il a réussi à faire passer devant la Chambre des représentants le début du détricotage d'Obamacare, mais on voit quand même que c'est pénible et c'est un petit peu compliqué. Ce qu'il faut aussi comprendre dans cette intervention d'Obama, c'est que les Américains, ils ont voté il y a 5 mois. Donc ils revivent, si vous voulez, ils rejouent le match de leur élection avec des doublures françaises. C'est-à-dire qu'ils ont du côté de Donald Trump, c'est Marine Le Pen. Du côté de Macron, c'est Clinton. Est-ce qu'elle est une héritière du Trumpisme ? C'est quand même assez proche. C'est-à-dire qu'on a quand même des thématiques très très proches sur l'immigration, sur le rôle de la frontière. Alors évidemment, l'histoire n'est pas la même, mais en même temps, il faut regarder du côté de... Et puis l'hésitation entre le conservatisme, Marion Maréchal, et le populisme, hein, l'aile Philippot, elle existe aussi dans l'entourage de Donald Trump. Ça, c'est intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de constater qu'il y a eu quand même une mobilisation d'un certain nombre d'artistes, d'un certain nombre d'intellectuels. On pense à Noam Chomsky, par exemple, mais même des gens comme Danny Glover ou comme Pamela Anderson qui ont fait cette pétition. Ah, c'est une palette large, entre Noam Chomsky et Pamela Anderson. Vous savez, ils ont fait la même pétition pour dire... avant le premier tour, votez Mélenchon. Pourquoi voter Mélenchon? Ça veut dire ne faites pas la même erreur que nous. Mais non, mais qu'on explique un petit peu aux Français, ça veut dire ne faites pas la même erreur que nous. Votez Mélenchon, c'est-à-dire votez Sanders, parce que Sanders pourra battre Le Pen, alors que Macron, alias Clinton, ne pourra pas battre Le Pen. Alors, vous voyez, il voit vraiment à travers le prisme américain ce en quoi ils ne comprennent pas le système français de report de voix et qui est vraiment tout à l'inverse du système américain. Je ne suis pas persuadé, comme vous, que ça peut jouer beaucoup, parce que j'en parle en connaissance de cause, parce que David Cameron avait fait venir, justement, Obama
à ses côtés pendant la campagne du référendum et Obama avait dit votez contre le Brexit, sinon vous serez dernier dans la queue pour faire des accords commerciaux avec nous, les États-Unis. Et c'était beaucoup utilisé ensuite par les pro-Brexit pour dire quelle ingérence chez nous, c'est encore une preuve comme quoi on n'est pas indépendant. Si vous voulez take back control à nouveau, votez contre. Donc je ne suis pas entièrement sûr. Évidemment, des gens qui aiment Macron déjà, des gens qui aiment Obama, ça les conforte. Mais je pense que ce genre oui, voilà, c'est ça, exactement. Ça peut beaucoup jouer justement dans le discours de Marine Le Pen qui dit rendre la France aux Français. Enfin, c'est toujours le même discours. Et effectivement, les partis populistes, par rapport à Trump et Le Pen, etc., vous diront toujours je suis un peu comme Trump, et c'est tant que ça marche chez les autres. Mais quand ça commence à marcher, on voit que tous ces mouvements sont très différents. Le mouvement aux Pays-Bas est très différent de Marine Le Pen, par exemple, dans ses réclamations, qui est très différente, elle aussi, des Brexiteurs et de Trump, quand on commence à gratter un peu. Mais tant que ça marche, quand Trump a été élu, évidemment, tous les populistes de la Terre vous diront je suis un peu le Trump de trifouiller les oies. Ce pays-là, oui. Cela dit, et je parle sous le contrôle de François Durper, c'est la première fois qu'un ancien président américain prend parti dans une élection française et dit aussi l'importance de la France. Donc, je dirais c'est plutôt à la fois bon signe, parce que ça veut dire que la France continue de peser dans le monde, et en même temps, mais ça on le comprend, parce qu'un président aurait été dans... Il y a eu l'inverse. Sarkozy avait reçu Obama pendant la campagne, en pleine campagne américaine. Cela dit, aux États-Unis, évidemment, le poids, ça avait quand même moins le même. Mais pour vous, c'est positif en termes de poids et d'influence de la France. Et en même temps, c'est préoccupant parce que ça veut dire effectivement qu'on se rend compte que la France est un pays gravement malade et qu'il est urgent de trouver une solution. Non, mais moi, je crois plutôt qu'il faut dire à la France peut-être plusieurs fois par semaine qu'elle a un poids, qu'elle compte dans le monde, et c'est à cause de ça qu'il faut réfléchir un peu à ce qu'on fait. Mais justement, non, parce que c'est peut-être ce complexe, parce que je le vois aussi dans ce partenariat malade entre l'Allemagne et la France, parce que la France, elle regarde l'Allemagne toujours comme, on est plus petit. J'ai parlé avec un professeur la semaine dernière, un professeur FN. Ce qu'il m'a dit, il déplore la réunification parce qu'avant, la France était grande. C'est ça le problème. Mais au moins déjà maintenant on parle de la France. Je suis étonné de voir à quel point les gens, parce que moi je viens d'une époque où il y a 20-30 ans par exemple, je me rappelle, moi je travaillais à la BBC il y a 30 ans et on a fait un micro-trottoir pour savoir qui était Valéry Giscard d'Estaing alors qu'il était en poste depuis 5 ans. Et les réponses allaient, il y a quelqu'un qui pensait que c'était une ballerine parce que Valéry en anglais c'est toujours féminin, et quelqu'un pensait que c'était l'épouse de Sacha Distel. Vous voyez, on en est 5 ans. Déjà, il était en poste, on ne savait pas qui était Valéry Giscard d'Estaing. Maintenant, peut-être à cause des road news, des 24 heures news, etc., les gens, ils ont tous des correspondants à Paris. Les gens savent très bien, comme je vous ai dit maintenant, qui sont les deux candidats en France. Juste une chose, si je peux me permettre, en tant que quelqu'un qu'on vient d'éjecter de force de l'Union européenne, je voulais vous dire une chose qui pour moi est peut-être l'un des encore dangers. Une blessure vive chez vous. On sent que la cicatrice saigne encore. Je l'ai déjà dit sur ce plateau. Quand on vous enlève des droits que vous preniez pour des droits acquis, le droit de vivre ailleurs, le droit d'être tout simplement un Européen, on vous prend ça de force. Dans un référendum où je n'avais même pas le droit de voter en tant qu'expatrié, c'est vrai que ça fait du mal. Donc je passe mon temps maintenant à dire aux autres, ne faites pas comme nous. Mais il y a juste une chose que je vous dis sur l'avenir de l'Europe, mais ça concerne ce que vous avez dit. Je pense que l'un des dangers pour l'Europe, l'Union européenne, doit énormément au moteur franco-allemand. Mais je pense que s'il faut vraiment réformer un peu l'Europe, c'est ce que semble dire tout le monde, surtout Macron en ce moment, il faut peut-être un peu sortir aussi de ce moteur en espérant toujours que c'est le moteur franco-allemand qui va tirer les autres. Parce que les autres, on leur voit aussi. C'est peut-être l'un des problèmes. C'était beaucoup la force de l'Europe ne se serait pas faite sans le moteur franco-allemand. Mais dans l'avenir, je ne suis pas entièrement persuadé que les pays comme l'Espagne, l'Italie, les pays de l'Est
regarderont toujours vers Berlin et Paris en disant s'il vous plaît, montrez-nous la voie, on vous suit. Si vous voulez faire une Europe unie, et je pense que maintenant que les Britanniques sont sortis en train de râler toujours, maintenant ils ne seront plus là, je pense que vous avez vraiment une occasion de refaire l'Europe, mais peut-être pas forcément sur le même modèle du moteur franco-allemand. Puis en s'ouvrant au reste du monde, parce que c'est vrai que par exemple dans cette campagne, Marine Le Pen a été, il faut voir le vote dans les Outre-mer, qui a été favorable à Marine Le Pen, alors sur une abstention très très forte, mais qu'est-ce que ça veut dire l'Europe quand on habite à Pointe-à-Pitre ou quand on habite à Fort-de-France? Il y a aussi tout un discours à avoir. C'est peut-être une des seules à avoir parlé à des Français en meeting, c'est à pleurer pour ceux qui la soutiennent pas, des Outre-mer à des Français ici. Et c'est vrai que alors pour le coup, mais ça c'est plus amusant, l'article du Washington Post aujourd'hui sur Macron, c'est l'article sur le couple, 39 ans, 64 ans, ça fait beaucoup parler les Américains. Beaucoup de cette question, mais oui, aux États-Unis, parce que la vie privée compte beaucoup. Puis on a constaté que c'était exactement la même différence d'âge, 23 ans, 24 ans, que le couple Donald Trump-Melania. Et donc quand ils vont se rencontrer, Melania a le même âge que Macron et Trump a le même âge. On préfère garder alors nos spécificités françaises, on parle moins de l'âge, c'est tant mieux. Mais quand même, ça c'est la France. La liberté, les femmes peuvent être plus âgées que les hommes. Il y avait même le terme laisser-faire attitude toward love in French dans le texte. Je vais vous laisser tous conclure. Une question en guise de conclusion, simple. Benoît Pellistrandi, qu'est-ce que vous qui êtes spécialiste de l'Espagne, historien avec ce recul, vous attendez du scrutin de dimanche? Pour moi, c'est une bombe à fragmentation multiple. C'est le début de la décomposition et forcément aussi d'une recomposition. Mais je trouve qu'il faut vraiment sortir de la pensée magique ou de la pensée charismatique. Un président de la République est élu au suffrage universel, mais c'est aux électeurs de se saisir de cette élection et de construire avec la majorité présidentielle un projet d'avenir. Donc il faut sortir de l'infantilisme et j'espère que puisqu'on est au fond du trou, on va commencer à rebondir. On peut encore remonter normalement. Voilà. Même question, Karine Finkielszell. Je crois que Macron il va gagner, mais pas avec une large majorité. Et il y aura aussi pas mal d'abstentions, voire des votes en blanc. Et je crois qu'à partir de lundi, moi je vais me poser la question si je veux rester en France. Ah, vous, correspondant d'un journal allemand, oui, parce que, vous pensez qu'en fonction du score du Front National, j'ai pas envie de... Mais l'extrême droite progresse aussi en Allemagne. Pas dans ce mesure-là. Et comme je vous ai dit, moi, j'ai pas envie de vivre dans un pays où avec une personne sur deux me regarde comme une Allemande votre liberté, bien sûr. Qui gère tous les autres. En tout cas, ça vous touche personnellement. Yes. François Delpère, on voit que cette vague nationaliste isolationniste, elle ne touche pas que la France ni que les États-Unis. En fonction des systèmes politiques, les digues et les barrages, ils tiennent ou ils sautent. Hillary Clinton a sauté, peut-être que Macron ne sautera pas, en Angleterre ça a sauté, donc c'est différencié selon les systèmes et la vague est là. Et donc je dirais que les digues, il ne faut pas que ça soit que des digues, il faut que ça soit des contre-vagues. La BD dont vous avez parlé tout à l'heure, elle est traduite en coréen, ça veut dire que c'est étonnant, ça veut dire que ça intéresse le monde entier. J'ai eu de la presse chinoise, japonaise, etc. C'est comment on construit avec le monde en relation. Comment on construit avec le monde en relation. Et ça, c'est important parce qu'on ne répond pas. D'un côté, il y a frontières, mais de l'autre, on n'identifie pas encore un programme d'avenir pour le 21e siècle. Alex Seller, avec quand même une question en plus. Comment va le duc d'Édimbourg ? Son Altesse royale qui a décidé de ne plus honorer ses engagements publics. À une retraite paisible. Il a 96 ans, il a le droit. Moi, je voulais terminer en disant que je suis le contraire de vous, mais peut-être à cause du Brexit, vous n'avez pas eu cette déchirure. Mais moi, j'étais très frappé de voir à Albi, ce soir, autour d'Emmanuel Macron, presque autant de drapeaux européens que les gens agitaient. Et ça, c'est une bonne chose. Moi, je reste encore plus fermement en France qu'avant, si j'ai le droit de rester ici, je l'espère, parce qu'il y a peut-être l'occasion maintenant, avec ce nouveau souffle, ces drapeaux qui s'agitaient, de faire un nouveau projet européen avec de nouvelles énergies, réformer tout ce qui ne va pas, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais sans les Britanniques qui disaient toujours non, 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 non. Il est optimiste, Alex Seller. Il a commencé ce débat en disant qu'il a trouvé le débat hier génial, quand même. Notre continent est formidable. Mais ne change rien, restez comme ça. Quand on vous en enlève, on voit jusqu'à quel point tout ce qu'on prenait pour des acquis
est quelque chose d'extraordinaire. En tous les cas, merci pour vos analyses. Elles sont très intéressantes, constructives. Et c'est une autre manière aussi de voir cette campagne. Ça fait du bien aussi, ce regard, et de sortir de nos frontières hexagonales. Merci à vous. La suite de votre émission. Alors, les deux candidats, vous l'avez rappelé, Emmanuel Macron ce soir à Albi, sont en meeting. Marine Le Pen dans la Somme. Dernière réunion pour convaincre, mobiliser. Et plus largement, cette question qu'on va poser, comment rassembler? Dans un pays divisé sur ce sujet, le match des idées va opposer l'essayiste Mathieu Bock-Côté à Laurent Geoffrin, le directeur de Libération. A tout de suite, on vous attend. C'est sur les conseils du démon que l'on inventa l'école. L'enfant aime la nature, on le parqua dans des salles closes. Avec ma méthode, qui donne confiance, enthousiasme, amour du travail, passion de la connaissance, discipline parfaite, le peuple préparé saura construire une patrie plus grande. Monsieur l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre, moi je serai calé, plus j'aurai de valeur. Quand l'utopie faisait l'école, samedi à 22h sur Public Sénat. Présidentielle 2017. Dernière ligne droite dans la course à l'Élysée. Le peuple de France s'est exprimé. Il a décidé de me porter en tête du premier tour de ce scrutin. Vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. Qui sera le prochain président de la République française? Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Est-ce que vous avez pu analyser les motivations du vote? Rendez-vous sur les chaînes parlementaires pour la grande soirée du deuxième tour de l'élection présidentielle. Un dispositif événement présenté par Arnaud Ardouin et Delphine Girard, à suivre en direct sur les chaînes parlementaires et sur lcp.fr et publicsénat.fr, dimanche dès 19h. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. C'est votre émission On va plus loin, toujours en direct, pour évoquer cette question assez large. Quelle trace, quelle cicatrice même va laisser le débat d'hier? Comment rassembler et rassurer dans un pays qu'on décrit comme divisé et avec une large part d'indécis? C'est en tous les cas le grand défi du prochain président. On va en parler avec nos invités ce soir. Mathieu Bock-Côté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, sociologue québécois. On vous avait reçu avec plaisir la fois dernière. Merci d'être de nouveau sur ce plateau. Face à vous et avec nous, Laurent Geoffrin, bonsoir. Bonsoir. Directeur de Libération. On va revenir sur le débat d'hier, mais on va aller de l'avant sur la suite. On va d'abord écouter ce soir, c'était Marine Le Pen dans la Somme. Dernière réunion, dernier meeting. On est à J-3 du scrutin, on l'écoute. J'ai été à la table de ce débat la voix du peuple. L'expression de la colère de cette majorité silencieuse qui n'en peut plus de l'abandon auquel on la confine. Ce que le système ne veut voir ni entendre, c'est que ma parole n'a été que l'écho de la violence sociale qui va exploser dans le pays. J'ai été la voix du peuple de France qui n'en peut plus que les élites le snobent, le méprisent, le traitent par l'arrogance et le dédain. De ces millions de Français qui ne veulent plus qu'on les dénigre, qu'on les humilie. J'ai été le porte-parole de ces millions de Français, de ces territoires mal aimés, de ces traditions jetées aux orties, de cette âme de la France que le système rejette avec une force et une détermination qui ne nous impressionnera jamais. Voilà, voici comment Marine Le Pen explique, j'allais dire, son offensive, pour certains, sa très grande agressivité hier, en disant qu'elle représente, qu'elle incarne, selon elle, cette France qui souffre et qu'il fallait qu'elle sorte cette colère. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu Bock-Côté? J'ai l'impression qu'elle cherche à récupérer un débat qu'elle a manifestement perdu. Donc, elle cherche à gagner l'interprétation du débat, à défaut d'avoir gagné le débat. Elle cherche à nous dire ce qu'elle n'est pas parvenue à dire en débat, parce que me semble-t-il que ce qu'on voyait hier, c'était une candidate paralysée par la conjugaison de deux attitudes irréconciliables. J'entends d'un côté l'esprit bistrot, c'est-à-dire je suis en colère contre vous et j'exprime ma colère sur le mode gueulard, et au même moment l'esprit techno, c'est-à-dire je maîtrise mes dossiers, sachez que je suis compétent, mais là c'était la décomposition sur la question de l'euro. Donc ce sont deux attitudes qu'on peut en adopter une, on peut adopter l'autre, mais si on met les deux ensemble, on se neutralise, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle cherche à reprendre ce qu'elle n'a pas pu faire hier. Je ne suis pas certain que ce soit possible. Hier, beaucoup ont vu Laurent Geoffrin un pugilat, un combat, une brutalité inédite, même un abaissement aussi. Si on dépasse tout cela, est-ce que vous avez entendu tout à l'heure, on avait des journalistes étrangers, en tous les cas européens pour la plupart. Alex Taylor, journaliste qui se définit comme européen avant tout, il a dit mais ce débat il a été utile. On voit une vraie confrontation. Après, le choix va être fait dans quelques jours. Mais moi, c'est pas du tout la violence qui m'a surpris. On sait bien que
les idées du Front National sont très, très dures, quoi, et que son discours est agressif depuis le début, depuis toujours. C'est pas du tout ça. Ce qui m'a frappé, ce qui m'a étonné d'ailleurs, c'est l'incompétence incroyable de la candidate. J'étais sidéré. Enfin, je ne savais pas qu'elle en savait si peu sur ses propres propositions. Cette histoire d'euro est hallucinante, quoi. C'est-à-dire qu'on dit qu'on sort de l'euro, alors maintenant on ne sort plus, mais on sort quand même. Et quand on lui demande mais qu'est-ce qu'on va payer en euros, qu'est-ce qu'on va payer en francs, elle ne sait pas répondre. Elle donne l'exemple d'une expérience qui a eu lieu en France, où il y avait pratiquement pas de transactions dans l'autre monnaie, qui n'était pas vraiment une monnaie, qui était une référence. Elle ne connaît pas ce truc-là, elle ne sait pas de quoi elle parle, quoi. Et cette double monnaie est très compliquée. Elle l'a ressortie de son chapeau, c'est une vieille proposition. Pendant toute la campagne, elle a dit on sort de l'euro et on ne discute pas. Et après, tout d'un coup, elle revient avec ces deux monnaies qui sont très compliquées à expliquer et on ne voit pas très bien comment ça peut se passer. Et quand on lui demande mais alors les dettes, on les paye comment? Pas de réponse. C'est quand même hallucinant. Il y a 1000 milliards de dettes, c'est le premier budget de l'État, le remboursement de la dette. Elle ne sait pas comment on va les rembourser. Je crois que de ce point de vue, la volonté de bâtir une stratégie depuis quelques années autour d'une forme de crédibilité économique du Front National. C'est-à-dire le Front National disait on va quitter nos fondamentaux et on sera désormais le parti d'une crédibilité économique autre. Donc on va crédibiliser l'antisystème. Mais je crois qu'on a vu la décomposition de ça, l'explosion ou l'implosion, prenez la figure que vous préférez, en vol hier. Une certaine stratégie de crédibilisation du FN s'est décomposée sous nos yeux, soit parce qu'elle la maîtrisait mal, ou soit tout simplement parce que c'est une stratégie immaîtrisable. Alors il y avait, vous l'avez dit, ce sont vos mots, Laurent Geoffrin, incompétence, il y avait des incohérences. Est-ce qu'ils étaient que du côté de Marine Le Pen, selon vous? Est-ce qu'il y avait des fragilités que vous avez repérées chez le candidat d'En Marche? Tous les journaux ont fait le décompte précis des erreurs ou des mensonges qui ont été proférés. Alors, Macron s'est trompé sur un taux de chômage. Il a parlé d'un taux au lieu de parler du nombre absolu. Les grands sujets, la lutte contre le terrorisme, le communautarisme, ces sujets-là, est-ce qu'il a été au clair, selon vous? Oui, alors je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit et je comprends qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Mais le problème, c'est que quand on commet des erreurs aussi importantes ou quand on profère des mensonges aussi gros, c'est pas l'Élysée, ça, c'est pas la République, c'est pas la France, c'est pas la présidence. C'est une fonction tribunicienne, comme elle l'a dit, j'exprime la colère. Oui, mais est-ce que ce n'est pas ça, justement? Oui, mais c'est pas la peine de se présenter à la présidence de la République. Est-ce qu'elle ne visait pas déjà l'après, la position de premier opposant? Oui, mais le fait est qu'elle a, à mon avis, à tout le moins, elle a mal joué son rôle d'opposant dans les circonstances. L'opposition ne peut pas être que colère systématique. Elle doit être programmatique, au moins minimalement. Elle doit porter une vision. Alors ça, d'ailleurs, c'est une forme de paradoxe de la vie politique contemporaine. D'un côté, on demande aux hommes politiques d'avoir une connaissance détaillée de chaque dossier, comme s'ils étaient le sous-ministre spécialisé de chaque ministère, et au même moment, on leur demande d'articuler une vision. Alors cela dit, hier, me semble-t-il, la part manquante de ce débat, c'était la grande vision des deux côtés, soit dit en passant. Et par exemple, on a noté l'absence de propositions, ou tout le moins même de réflexion plus vaste sur la question de l'immigration au Front National. C'est apparemment un de leurs thèmes fondamentaux depuis longtemps. Hier, c'était presque absent du débat, comme si elle voulait s'éloigner de ce qui était par ailleurs le moteur historique de son parti à bien des égards. Donc la vision d'ensemble, cette capacité pour un président de dire voilà la vision du pays qui est la mienne, c'était absent d'un côté et c'était absent de l'autre. Ça, me semble-t-il qu'on peut partager les torts assez également sur cet aspect. Encore là également, j'en suis pas certain. Mais la capacité pour un président de la République de ne pas être un technicien, mais quelqu'un qui incarne une vision pour son pays, me semble-t-il que ça, c'était la part absente, pas seulement du débat, mais peut-être même de la présidentielle. Alors ça, c'est le point majeur. La vision, comme on l'appelle. Oui, allez-y. Oui, non, parce que la vision de Marine Le Pen, elle est très claire. C'est une vision. La France doit quitter l'Europe, rétablir des frontières, récupérer sa souveraineté totale et avoir sa propre monnaie, etc. Bon, il y a beaucoup de pays qui vivent comme ça peut se comprendre. Simplement, manifestement, il y a beaucoup de Français que ça inquiète. Il y en a beaucoup que ça séduit, mais il y en a beaucoup que ça inquiète, et il y en a plus que ça inquiète, notamment à cause de l'euro, ou à cause du silence absolument incroyable sur la manière dont on y parvient. Donc pour vous, les visions étaient claires hier. Mais je crois comment on fait pour faire une France seule? On ne sait pas. En réalité, le cap... Mais le cap, c'est ça, c'est un cap nationaliste. Elle est nationaliste. Bon, voilà. Oui, mais si je peux me permettre, la capacité d'incarner une vision, ça ne vient pas simplement dans l'opposition à l'autre candidat dans les circonstances. Ça consiste à prendre de la hauteur. Fondamentalement, qu'est-ce qu'on demande à un chef de l'État, un chef de gouvernement, ou aussi un chef de l'État dans les circonstances? Voilà où nous en sommes dans l'histoire de notre pays. Voilà la lecture que je fais de la situation
dans son ensemble, voilà vers où je veux nous diriger, voilà l'interprétation que je fais de la situation historique qui est la nôtre. Me semble-t-il que c'est la question qui est posée à un président qui a pour vocation d'incarner le pouvoir, mais d'incarner aussi une certaine idée du pays. Et ça, cette capacité d'incarnation, cette capacité de vision, qui est pourtant fondamentale, et j'ajouterais plus encore en France, eh bien, me semble-t-il que c'était la part manquante, je reprends cette formule, parce que si nous n'avons finalement qu'un débat entre deux premiers ministres potentiels, ou qu'entre deux députés, ou qu'entre deux spécialistes, je n'en sais rien, eh bien, où est cette part symbolique, presque sacrée en un sens du pouvoir, qui est essentielle d'un côté comme de l'autre? Alors, ça rejoint vraiment le cœur du débat, messieurs. C'est sur ce sujet que je voulais vous faire réagir, c'est le défi du rassemblement. Hein, quel que soit le vainqueur dimanche, et si on imagine, selon les enquêtes, que ce soit Emmanuel Macron, la question qui se pose, c'est comment rassembler dans un pays qu'on décrit comme divisé. Ce sera son pari, son défi. On voit cela avec Quentin Calmet, on en parle juste après. C'est l'une des nombreuses accusations prononcées par la candidate frontiste hier soir. Vous avez plutôt la position aujourd'hui du candidat par défaut, choisi par défaut par toute une série de gens. Alors vous devriez faire preuve d'un peu moins d'arrogance. Au premier tour de l'élection, Emmanuel Macron recueille 8,7 millions de voix. Avec les reports de voix des autres candidats, il peut espérer réunir dimanche 8,5 millions de suffrages supplémentaires et largement l'emporter. Mais d'après la dernière enquête réalisée par Ipsos Soprasteria, 60% de ses électeurs du second tour avouent le faire par défaut. Dès dimanche soir, François Fillon appelait à voter pour Emmanuel Macron. Et pourtant, ils ne sont que 42% à se reporter sur le candidat du mouvement En Marche, soit environ 3 millions d'électeurs. Même chose chez les partisans de Jean-Luc Mélenchon. 48% d'entre eux, soit 3,4 millions de personnes, se disent prêtes à voter pour Emmanuel Macron. Le signe d'une défiance, d'une difficile réconciliation nationale dans l'entre-deux tours, d'autant que l'image d'Emmanuel Macron s'est dégradée au fil de la campagne. Aujourd'hui, près de la moitié des électeurs disent ne pas aimer cette personnalité, une hausse de 6 points depuis janvier. Et il y a peut-être une attaque de Marine Le Pen qui a pu faire mouche hier. Laurent Geoffrin, qui interpelle dans cette campagne, c'est quand elle a dit à Emmanuel Macron, vous êtes le candidat par défaut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le candidat d'En Marche, il a besoin dimanche d'un score élevé, parce qu'il n'a aucun état de grâce, semble-t-il. Alors, par défaut, c'est en partie vrai, bien sûr. Il y a probablement la moitié des gens qui ont voté pour Macron au premier tour, dont les préférences se seraient plutôt portées vers d'autres. Les gens ont voté en se disant il faut qu'on évite le duel extrême droite, et ce sera la même chose dimanche. Il y a une partie des gens qui vont dire bon, de toute façon, on n'a pas le choix, on est contre Le Pen, on vote Macron. Alors même qu'on est contre lui. Mais on est un peu moins contre lui que contre Le Pen. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Et évidemment, ça rend le défi du rassemblement, comme vous dites, beaucoup plus difficile à atteindre. C'est-à-dire que vous avez en face de vous un président qui est élu de manière totalement incontestable. Il a le pouvoir, il a les possibilités, à condition qu'il gagne une majorité à l'Assemblée, qu'il en trouve une. Mais sa légitimité est quand même un peu contestée par le fait que c'était un peu comme Chirac. Et donc Chirac a été élu par 80% des Français. Mais après tout le un monde autre savait mandat. Alors qu'au premier tour, il avait fait 20%. Majeure. Après un autre mandat. On le connaissait, Jacques Chirac. Certes, enfin, il a été élu, oui. Il avait 20% au premier tour, c'était pas formidable non plus. Et il n'a tenu aucun compte des 80% qui ont voté pour lui. Il est resté sur sa petite base gaulliste chiracienne à l'ancienne. Et ça s'est pas très bien passé pour lui. Et donc Macron aura le même problème. J'ai bien l'impression, cela dit, que la division du pays n'était pas qu'artificielle. Elle est peut-être amplifiée par la présidentielle, par une forme de dérèglement du système politique. La Ve République est faite pour être bipartiste, en un sens. Il est fait pour avoir deux grands camps. Dans les circonstances, le système fonctionne plus ou moins. La majorité macronienne, on a eu l'occasion de le dire déjà, ne sera pas une majorité idéologique, du moins à la présidence. C'est-à-dire quand on rassemble d'un côté Wauquiez, de l'autre Retailleau, de l'autre Cohn-Bendit, de l'autre Manuel Valls, ainsi de suite, bon, c'est pas une majorité idéologique. Il n'en demeure pas moins qu'il aura une majorité. Reste à voir sur quel mandat il cherchera à se faire élire son équipe aux législatives ensuite, mais les divisions profondes du pays, qui traversent un pays frappé par le terrorisme, un pays frappé par une angoisse identitaire, un pays frappé par un sentiment de paralysie ou d'impuissance dans l'Europe néanmoins, ces questions-là ne se dissipent pas le lendemain de la présidence, et me semble-t-il qu'on va recommencer à écrire la chronique d'une crise française le lendemain de la présidentielle, quel que soit le candidat, et évidemment ce sera Emmanuel Macron. Pour éviter cette chronique de la crise française, selon vous, avec peut-être le recul que vous avez, comment, Mathieu Bock-Côté, on passe d'un candidat
non pas par défaut, mais peut-être un candidat rempart, hein, pour beaucoup il le sera, à un président qui va devoir rassembler ces 4 France ou ces 2 France qui se regardent en chien de faïence. Je pense que le défi est immense parce qu'Emmanuel Macron est le candidat de cette mondialisation heureuse, fier de l'être, et qui est dans un pays qui est beaucoup moins heureux et fier d'être dans la mondialisation, pour le dire ainsi. Donc comment quelqu'un comme lui est capable de prendre à sa charge, qu'on pourrait appeler l'angoisse identitaire, l'angoisse, cette perte ce sentiment de perte de la patrie, de dissolution du monde commun, comment peut-il dire sans clin d'œil et sans mauvais jeu de mots, je vous ai compris pour vrai? C'est-à-dire, comment peut-il dire sans que ça soit un piège? Comment peut-il dire, regardez, ces sentiments-là, je les comprends et on va chercher à faire quelque chose. Donc, ça implique véritablement de tendre la main à des gens qui ne sont pas spontanément dans son état d'esprit. Peut-être en est-il capable, plusieurs le suggèrent, plusieurs disent qu'il y a un esprit de synthèse réel. À tout le moins, il va devoir le faire d'une manière ou de l'autre. Il a essayé ce soir, parce qu'il était en meeting à Albi. Vous allez dire ce que vous en pensez, Laurent Geoffrin. On écoute Emmanuel Macron sur ce sujet du rassemblement. Nous devons gagner pour notre pays. Mais je le dis à tous nos concitoyens, le jour d'après, et je le sais, notre responsabilité sera immense parce que notre défi et notre responsabilité, ce sera de faire gagner notre pays dans la durée en respectant chacune et chacun dans ses différences, en entendant les colères, en résorbant les divisions et en réconciliant cette France parce qu'elle ne sera forte et juste que si elle est réconciliée. Pour tout cela, le 7 mai, nous devons gagner! Quel défi! Alors les mots sont beaux, qu'est-ce qu'on y met derrière, Laurent Geoffrin? Il ne faut pas être trop pessimiste quand même. La France a beaucoup de ressources, elle a beaucoup de ressorts, contrairement à ce qu'on entend souvent. Macron, il a une petite chance, à condition évidemment qu'il ait une majorité à l'Assemblée. Il n'y a pas de majorité. S'il a une majorité contre lui, de toute façon, il sera un président de cohabitation et le moment Macron sera vite passé. Par contre, s'il a une majorité, bon, il y a quand même des institutions qui lui permettent de gouverner. Et il a un programme. Peut-être que ce programme va apporter des choses positives, allez savoir. Et deuxièmement, l'économie française va un peu mieux. Donc au lieu d'avoir comme Hollande... Pas tout le monde ne perçoit les effets de ça un peu mieux, de ça va mieux. Quand ça va mieux, c'est dans les chiffres. Oui, mais dans la chair, on le sent moins, et dans le porte-monnaie encore moins. Mais non, pas du tout. Disent certains Français. Le nombre de chômeurs est toujours le même, et le nombre de précaires, pareil, etc. Enfin, quand l'économie va mieux, on a peut-être une petite chance d'améliorer aussi le sort des gens. Et surtout, psychologiquement, s'il a, non pas comme Hollande avait chaque mois une augmentation régulière, comme un supplice chinois politique du nombre de chômeurs, mais une diminution tous les mois, c'est pas impossible, puisque, encore une fois, la conjoncture est un peu meilleure. Dans ce cas-là, le paysage se modifie. Mais c'est intéressant. Vous mettez en avant, Laurent Geoffrin, l'aspect, le domaine économique, social, qui est très important, évidemment. Beaucoup, et tout à l'heure, Mathieu Bocoté, pour la même question, vous avez d'abord relevé les questions identitaires davantage. Alors, c'est pas incompatible, hein, mais... Je crois que la tâche de notre temps, à bien des égards, c'est de les réconcilier. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que la vérité soit dans l'économique seulement, ou soit dans l'identitaire ou le culturel de l'autre, mais on ne peut pas non plus discréditer un de ces deux pôles-là. Et ça, c'est la tentation trop souvent de certains qui nous disent les inquiétudes culturelles et identitaires sont en fait le fait de fantasmes réactionnaires qui viendraient contaminer, inonder la vie publique. Je crois qu'on doit les prendre au sérieux. Il y a une part essentielle de l'homme qui s'investit dans la culture. Et de ce point de vue, être capable de réconcilier tout ça dans un pays, et ça, je pense qu'on peut le noter, un pays qui a probablement un désir de réconciliation. À tout le moins, pendant un moment, il y aura une disponibilité pour la réconciliation. Encore doit-on avoir les gestes appropriés. Il faut saisir l'occasion. Il y a une occasion, c'est de tir. Le moment particulier, le kairos, comme on dit en politique, le moment d'exception, il faut être capable de le saisir. Il n'est pas interdit de l'espérer. On va passer en revue ensemble les unes de la presse demain. Encore une question, parce qu'on est à quelques heures, 48 heures de la fin de la campagne. Mathieu Bocoté, parce qu'il a un regard un peu plus lointain. Et vous allez bientôt d'ailleurs repartir de France. Le lendemain de la présidentielle, je retourne chez moi. Bon. Et de chez vous, justement, comment on a regardé cette campagne? Comment on l'a vécue? Je pense que fondamentalement, la campagne tournait autour de l'inquiétude Le Pen. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va passer? Et puisqu'il y a eu le précédent Trump, puisqu'il y a eu le Brexit, eh bien, une forme de logiciel faisait en sorte qu'on se disait la prochaine étape, c'est Le Pen. Donc, à partir je commente la campagne pour Montréal grâce aux facilités technologiques de notre temps. Et la première question, c'est toujours celle-là, c'est-à-dire, est-ce qu'elle va passer?
Et j'ai beau dire, à mon avis, depuis le début, elle n'a aucune chance de passer. La question est de savoir si elle a un score qui lui permet de se donner un élan pour les fois suivantes. Fondamentalement, on ramène toujours ça. Oui, mais c'est toujours possible. Alors bon, peut-être est-ce que je suis en ces matières d'un scepticisme exagéré, mais c'est comme une forme, ou peut-être il y a aussi tout simplement le désir de se faire peur. Aussi, la politique a toujours cette part-là, c'est-à-dire la volonté de vivre des émotions fortes. Mais la question qui se pose, c'est celle-là. Et ensuite, d'autres éléments. On cherche à connaître en ce moment Emmanuel Macron parce qu'on devine qu'il sera le prochain président. Donc, on cherche à comprendre, est-ce que c'est un nouveau Kennedy? Est-ce que c'est un nouveau Obama? Est-ce que c'est le cousin de Justin Trudeau? On cherche à comprendre qui il est exactement. Mais pourquoi on a toujours besoin de comparer, Laurent Geoffrin? C'est vrai qu'il faut toujours calquer sur un autre candidat. Quelque chose qui est nouveau, c'est aussi un saut dans l'inconnu. On a besoin de le rapprocher pour tenter de l'appréhender, de le rapprocher d'une personnalité d'un autre président. La personnalité candidat. est inconnue, la politique ne l'est pas. La politique, c'est une vieille politique. Oui, mais la personnalité, c'est important. C'est l'incarnation. Ça, on le verra au pied du mur. Pour l'instant, personne ne le connaît vraiment, puisqu'il n'a jamais exercé de fonction où il décide tout seul, où il est en haut d'une pyramide. Donc, c'est la première fois que ça lui arrive dans la vie. Et on verra tout ça à l'épreuve. Mais nous aussi. Oui. On commente ensemble les unes, on va les voir. On va commencer par le Figaro. Après le naufrage de Le Pen, Macron, archi favori. Et puis ces deux images, c'était les images de ce soir. Emmanuel Macron à Albi et Marine Le Pen dans la Somme. On va passer à Libération. Voilà, Mathieu Bock-Côté, vous allez commenter la une de Laurent Geoffrin. La voici, regardez. Avec la photo de Jean-Marie Le Pen, elle n'a pas changé. Hargneuse sur la forme et faible sur le fond, Marine Le Pen a livré lors du débat de mercredi une prestation qui a consterné jusqu'à son propre camp, renvoyant le FN à ses fondamentaux extrémistes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a eu une rediabolisation hier? Je crois que quand on voit la une, j'ai l'impression qu'il est possible, me semble-t-il, de faire une critique vigoureuse de Marine Le Pen sans sentir le besoin de la rabattre sur son père. On peut marquer, il y a eu une rupture entre les deux qui était assumée. Et ensuite, me semble-t-il qu'on ne doit pas se tromper de cible quand on critique l'une, on ne doit pas la critiquer de la même manière qu'on critiquait l'autre. Vous entendez ça? Oui. C'est vrai que on ramène. Et sur le plan de, vous ramenez aussi facilité, beaucoup quand même. Sur le plan de la nocivité politique, c'est la même chose. Hein. Simplement, elle a enlevé le côté antisémite, c'est tout. Tout le reste, c'est même pire qu'avant, parce que autant que je me souvienne, Le Pen ne parlait pas de quitter forcément l'Europe, donc elle est encore plus radicale que son père. Elle est moins talentueuse. Mathieu Bock-Côté, en tous les cas, c'est toujours une tendance à la ramener, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. J'ai l'impression, cela dit, chaque fois qu'une nouvelle Le Pen apparaît dans le paysage, on dit toujours qu'elle est franchement pire que le père, mais on ne le savait pas. Donc le jour où la fille de Marion Maréchal voudra se lancer à la direction du Front National, on dirait qu'elle est encore pire que sa mère. Ça nous laisse quelques années ou quelques mois, c'est tout va vite. Mais cette tentative de toujours rabattre quelqu'un sur son père, une forme de culpabilité généalogique, il y a une forme de capacité de critiquer sérieusement le Front National dans ses fondements, sans croire, sans toujours rabattre une forme de culpabilité héréditaire. Il y a d'autres manières de mener la critique, je crois, d'autant que le commun des mortels spontanément reconnaît qu'il y a eu une différence. Je ne sais pas si c'est une évolution, mais à tout le moins, il y a eu un changement. Les Échos, ce titre, Macron-Le Pen, battre l'extrémisme. Et on va passer directement à La Croix, un vote sous tension. Les électeurs devront se prononcer dimanche par rapport à deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui suscitent un fort ressentiment de défiance. Dernière question, la même, en guise de conclusion, Laurent Geoffrin, les deux partis traditionnels, j'allais dire droite-gauche, sont totalement exclus. On est rentré dans une autre ère, partir déjà depuis le premier tour, et on est en train de la vivre totalement différente. C'est possible, c'est même probable, mais il faut attendre les législatives pour en être sûr. Pour l'instant, on entend le requiem, mais il faut encore que le cercueil soit mis en terre, ce qui n'est pas le cas encore. Donc il peut y avoir une sorte de résurrection, petite, hein, mais aux législatives, parce que c'est une élection plus traditionnelle. Mathieu Bock-Côté. Oui, je dirais, il faut voir ce qui va rester quand même des forces politiques traditionnelles qui ne disparaissent pas d'un coup non plus. Comment certains vont se recycler? Comment certains vont chercher à faire vivre leur ancienne boutique. Moi, j'ai tendance à croire que la table rase, ça arrive tout. C'est derrière le grand mouvement de table rase, certaines choses durent encore. Comment il va y avoir une recomposition de ces propres traditions politiques-là, de ces forces politiques-là, ça va être objet d'examen passionnant. Et on aura l'occasion d'en reparler avec vous, Laurent Geoffrin, et quand vous reviendrez, avec grand plaisir. Vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Merci Mathieu Bock-Côté, merci Laurent Geoffrin. La suite de votre émission, dans quelques instants, c'est le grand entretien avec Anne Fulda, grande reporter au Figaro, qui a consacré une enquête fouillée et détaillée sur Emmanuel Macron, la vie, le parcours, on va en parler, mais d'abord le tour d'horizon de l'actualité du jour. Plus de 16,5 millions de téléspectateurs devant leur télévision hier soir pour regarder le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est le plus mauvais score d'un débat présidentiel depuis 1981 où le débat Giscard d'Estaing-Mitterrand avait attiré environ 30 millions de Français devant leur poste.
Déclaration. Après un débat tendu, une dernière journée de campagne mouvementée pour les deux finalistes. Des slogans hostiles accompagnés de G2 pour Marine Le Pen à Dol de Bretagne en Ille-et-Vilaine. Ah oui, les types de Rennes, c'est des durs. C'est ceux qui cassent tout sur leur passage. Oui. C'est ceux qui devraient être dissous d'ailleurs. Patience, bien sûr. Messieurs, dames, allez-y, on vous rejoint. Qui se croient tout permis parce que ça fait des années et des années qu'on les laisse faire. Et des militants syndicaux en colère à Albi pour Emmanuel Macron dans le Tarn. Vous savez, on peut décider de passer en voiture et de ne pas aller au contact des gens. 90% des gens qui font campagne aujourd'hui font ça. Mais je considère que c'est une bonne chose d'y aller, d'autant que c'était des femmes et des hommes. On ne partage pas les mêmes avis, mais on se respecte mutuellement. Ce soir, les deux candidats ont tenu leur ultime meeting de campagne. Marine Le Pen à Ennemin en Picardie et Emmanuel Macron à Albi dans le Tarn. Emmanuel Macron. À 3 jours du second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron engrange encore les soutiens. Le président américain Barack Obama, qui s'engage aujourd'hui dans la présidentielle, mais aussi les leaders des cultes musulmans, protestants et juifs en France, qui ont appelé dans une déclaration commune à voter contre Marine Le Pen en glissant un bulletin Macron dans l'urne. Polémique. Marine Le Pen qui insinue qu'Emmanuel Macron possède un compte offshore aux Bahamas, des documents qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour stopper la rumeur, le candidat a décidé de porter plainte contre X pour faux, usage de faux et diffusion de fausses nouvelles destinées à influencer le scrutin. Le parquet de Paris a annoncé dans la foulée avoir ouvert une enquête préliminaire. L'événement. La fameuse clause Molière continue à faire parler d'elle. Cette mesure, mise en place dans plusieurs régions gérées par la droite, vise à imposer la langue française sur les chantiers. Dans une instruction interministérielle, 4 ministres évoquent une clause illégale car contraire au droit européen. Ils demandent au préfet d'en réclamer le retrait. Ce sont donc désormais les tribunaux qui devront juger si cette clause est illégale ou pas. Justice. Né ni homme, ni femme, un homme de 66 ans demandait la reconnaissance du sexe neutre sur ses papiers d'identité. La Cour de cassation a refusé sa demande, considérant que la binarité des sexes est nécessaire à l'organisation sociale et juridique française. L'issue d'un long combat juridique qui devrait maintenant se poursuivre devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mon invitée ce soir est journaliste, grand reporter au Figaro. Elle a signé un livre remarqué, fouillé et très documenté sur Emmanuel Macron. On va la recevoir le temps qu'elle arrive. Elle s'appelle Anne Fulda. Son ouvrage s'intitule Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait aux éditions Plomb. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue Anne Fulda. Alors on va plonger dans les détails de ce livre, mais d'abord au regard de ce que vous avez écrit sur lui, de ce que vous avez appris sur lui, le débat d'hier et la façon dont Emmanuel Macron a réagi, est-ce que c'est en cohérence avec ce que vous avez dit, écrit et découvert de lui ? Alors écoutez, effectivement, ce qu'on a vu hier, c'est quelqu'un que certains pensaient peut-être fragile, mais qui finalement supporte très bien l'épreuve du feu et la confrontation avec une femme qui est aujourd'hui l'un des fauves politiques les plus redoutables qui soit. Et en fait, il a montré un sang-froid assez étonnant et il a probablement appliqué l'une des leçons que lui avait apprises l'un de ses maîtres de pensée, qui est Paul Ricoeur, qui disait qu'il faut toujours aller un peu au corps à corps des idées, c'est-à-dire aller fouiller, ne pas hésiter à étudier les idées de l'autre pour pouvoir les déconstruire. Et en fait, c'est un peu ce qu'il a tenté de faire hier. Il a plutôt réussi l'exercice. Ça vous a étonné justement, alors qu'elle a tenté vraiment à plusieurs reprises de le faire sortir de ses gonds. Elle a voulu le provoquer. Il n'a pas dévié. Certains ont parfois décrit un peu d'arrogance chez lui, un caractère parfois un peu éruptif. On n'a pas vu hier. Non, on n'a pas vu. Il était caché ou il l'a maîtrisé ou on s'est trompé ? Je pense que c'est quelqu'un qui a une détermination extrêmement forte et qui sait très très bien se maîtriser. Là, son objectif est très clairement d'arriver à l'Élysée et quand il faut mettre les moyens, il sait le faire. L'une de ses caractéristiques, c'est sa détermination incroyable. Une détermination... Il y a toujours un peu ce parallèle, un petit peu
en filigrane entre sa vie privée et sa vie publique. La détermination, il en a fait preuve dans sa vie privée, en imposant, malgré les regards de travers et en bousculant les convenances, son couple avec Brigitte. Et sa détermination, il en fait preuve aussi dans sa vie politique aussi, là, en bousculant là aussi les convenances, en déjouant tous les paris et finalement en étant sur le point, on verra dimanche, mais de relever un pari qui semblait quand même impossible à relever. Le mot est important, détermination. D'ailleurs, même quand on regarde la photo que vous avez choisie, ça m'a tout de suite interpellée. Dans votre livre, avec ce regard bleu qui devient très dur, les traits qui se referment, ce n'est pas du tout la photo papier glacé qu'on nous vend, qu'on nous a vendu pendant des mois, qu'on va continuer à nous vendre encore pendant des mois ou peut-être plus s'il est élu président. Ça tranche avec ce qu'on voit de lui dans les différents magazines. C'est vrai qu'on a vu, d'ailleurs les premières photos qu'on a vues de lui, c'était un visage, enfin c'est une allure, cette allure juvénile, presque pas puérile, mais certains disent le chérubin de la politique. Donc on ne voit pas ce côté effectivement dur et déterminé. Mais vraiment tout au long de sa vie, sa jeune vie, puisqu'il n'a même pas 40 ans, il a montré qu'il avait une force de caractère et une détermination incroyable. Et certains d'ailleurs trouvent qu'il y a un parallèle avec le tempérament et le caractère de François Hollande qui lui aussi donne une façade un peu affable, très, très aimable, et en fait qui renferme un tempérament très déterminé, d'acier. Oui, puisque vous êtes très averti, j'allais dire, sur le caractère et la personnalité de ces responsables politiques, aussi bien chez Emmanuel Macron et François Hollande. Comment on peut être à la fois l'homme de la synthèse, comme François Hollande, et celui en même temps qui tranche dans le vif, ce côté qui existe chez François Hollande, qu'on n'a peut-être pas vu, mais qui existe. Il existe aussi chez Emmanuel Macron. C'est pas paradoxal, les deux? C'est assez paradoxal, parce qu'effectivement, chez Emmanuel Macron, il y a ce souhait, mais depuis longtemps, des personnes qui étaient à l'ENA avec lui me disaient qu'il a toujours eu une peur panique de cliver, de diviser. Et dans le même temps, il sait, quand il le faut, faire des choix assez radicaux. Il l'a fait dans sa propre carrière. Il l'a fait en choisissant, quand il était à l'Élysée, de quitter l'Élysée, de prendre le risque de s'éloigner de la politique, alors que c'était ce qu'il souhaitait faire pour créer sa société. Et finalement, il a été rappelé quelques mois plus tard. Il sait quand il le faut. Il l'a fait, évidemment, quand il a décidé de se lancer en créant son mouvement, puis en déclarant sa candidature, en misant sur le fait que François Hollande ne se présenterait pas et en misant sur la décomposition qu'il sentait de la scène politique française et des partis traditionnels. Donc quand il le faut, il sait trancher. Mais effectivement, il y a les deux. Il y a, dans sa personnalité, cohabitent ces deux aspects. Ce côté, ce désir de concilier, ce fameux en même temps qu'on a relevé plusieurs fois lors de ses interventions politiques, et parfois le désir de trancher. Et on retrouve de transgresser même, d'ailleurs. Transgresser dans votre livre. Votre enquête qui est un portrait intime, certains diraient intimiste, mais c'est aussi, ça dit beaucoup de l'action politique publique dont on va parler. Alors sans faire, Anne Fulda, de psychologie de café de commerce, il y a quand même un moment dans la vie de cette famille, de celle d'Emmanuel Macron, qui est frappant, que vous avez relevé, que vous nous expliquez bien, c'est qu'il y a un moment de bascule où il y a une petite sœur, une petite fille qui est mort-née. C'est la petite fille des parents d'Emmanuel Macron, et puis lui vient après. Alors on peut se dire, c'est l'enfant qui arrive, c'est l'enfant roi qui vient après, on va investir, on va surinvestir. On a tendance à penser que parents ayant perdu un enfant, on ferait cela pour le prochain. Effectivement, alors il y a ça dans leur inconscient. C'est vrai que c'est toujours délicat de parler de ça parce que c'est quelque chose d'intime. C'est obligatoirement, ça a été une épreuve extrêmement douloureuse pour ses parents, pour sa mère qui en parle encore comme une blessure qui est assez présente. Et c'est vrai, c'est amusant parce que le père, quand on en parle, il dit bon, parce que les deux parents sont médecins et le père est neurologue, il dit bon, vous allez me faire le coup de l'enfant surinvesti, mais ça n'a pas été le cas. Néanmoins, la mère, quand on parle avec elle, elle dit les médecins m'ont dit, mais bon, c'est pas faux, il avait une mission, Emmanuel. Et c'est sûr qu'il a quand même été celui qui a remplacé cet enfant qui était mort un an avant. Et après, il a tout de suite été l'enfant admiré, l'enfant chéri, l'enfant adulé. Il a pris cette position-là, et l'enfant qui aimait capter le regard des autres, qui aimait attirer l'attention. Et des adultes en particulier, c'est frappant, des adultes. Parce qu'un enfant vraiment, j'allais dire, surgisse dans un monde d'adultes, cherche à capter leur attention, à je sais pas, peut-être à les séduire, entre guillemets, en tous les cas, par la parole.
c'est frappant pour un jeune garçon, un jeune homme. Oui, c'est très frappant. Ses deux parents m'ont dit effectivement qu'il était attiré par les adultes. Il était par curiosité probablement, parce qu'il était très certainement un enfant précoce. Donc il était attiré par le monde des adultes et il avait ce désir effectivement très vite Sa mère m'a raconté une anecdote qui est très révélatrice. Elle me disait que son frère cadet, qui a 2 ans de différence, a mis du temps à parler. Quand il avait 2 ans, il ne parlait toujours pas et qu'elle était allée voir le médecin et elle lui a dit bon mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi son frère ne parle pas, qu'est-ce qui se passe? Et le médecin lui avait dit il se passe qu'il y a Emmanuel Macron qui était à l'époque, qui avait que 2 ans mais qui sûrement déjà semblait comme ça attirer la lumière et qui, lorsqu'il se battait avec son petit frère, c'est aussi sa mère qui me racontait, se battait, le petit frère donnait plutôt plus volontiers des coups de pied et le petit Emmanuel rétorquait selon sa mère par des mots, par des joutes oratoires. Donc c'est quand même assez frappant. En tous les cas, il vous en parlait. Et Emmanuel Macron, j'imagine qu'il a laissé ses proches vous parler. Ici même, à votre place, il y a quelque temps, à une Fulda, je recevais le philosophe Michel Onfray, très critique à l'encontre d'Emmanuel Macron. Alors pour le citer, alors moi je lui ai posé la question, que pensez-vous du parcours, de la personnalité d'Emmanuel Macron? Et il m'a dit, mais c'est tout simplement une personnalité fabriquée. Pour Michel Onfray, c'est un produit de lessive qu'on vend aux Français. Alors, ça va très loin, mais est-ce qu'il y a, selon vous, vous qui avez vu les proches, quelque chose de fabriqué chez lui? C'est lui qui s'est fabriqué. Moi, je dirais que en fait, le plus frappant, c'est que c'est lui qui s'est fabriqué, qui a décidé de choisir sa vie, et autant sa vie personnelle que sa vie professionnelle. Parce que bon, on ne lance pas une savonnette comme ça du jour au lendemain, et on ne lance pas une savonnette sans qu'elle ait des qualités gustatives, enfin odorantes en tout cas. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment lui qui a décidé un peu, d'ailleurs, comme François Mitterrand, il y a quelques parallèles parfois, notamment cet amour d'une grand-mère qui a eu un rôle fondamental chez François Mitterrand et aussi chez Emmanuel Macron. Quel rapport avec elle incroyable. Quand il l'appelle vraiment pendant, je sais pas, 1 heure ou en tous les cas un certain temps. Sa grand-mère, c'est tous les jours. Avec sa grand-mère, c'est presque une histoire d'amour. Sa grand-mère, ça a été la première femme. Il a vu en elle, ils se sont choisis. C'est Brigitte Macron qui dit ils se sont choisis. En fait, ils se sont choisis l'un l'autre. Ils avaient des liens d'une extraordinaire intensité. Lui, quand il m'en a parlé, il me dit c'est mon ami. Cela a été mon ami, ma confidente. Ça a été aussi son émancipatrice, sa principale interlocutrice, celle qui lui a fait découvrir la littérature, celle qui lui a fait découvrir la musique, la poésie, la nécessité de travailler, parce que c'était pas une grand-mère gâteau, une mamie Nova. Elle était exigeante, elle le faisait travailler. Et cette grand-mère, il l'a eue en ligne jusqu'à sa mort tous les jours. En 2013. En 2013, quand il était banquier chez Rothschild, encore, il rentrait de dîner, ce que disait sa femme, et il avait sa grand-mère au téléphone. On peut dans le coup à une rumeur, parce que certains ont dit que c'était à la mort de sa grand-mère, au moment où François Hollande l'apprend, il réagit avec beaucoup de distance. François Hollande est de froideur, Emmanuel Macron le prend mal, et que c'est à partir de là qu'il va décider de se lancer dans cette aventure présidentielle. Non. Alors, peut faire je dirais un élément. Disons que c'est l'un de ses amis qui m'a dit qu'à cette époque-là, Emmanuel Macron lui avait dit c'est fini avec Hollande. Et cet ami lui a dit mais pourquoi et Emmanuel Macron lui avait rétorqué j'ai trouvé que sa réaction au moment lorsque je lui ai annoncé la mort de ma grand-mère n'était pas à la hauteur. Et je lui ai posé la question à Emmanuel Macron. Il me dit c'est pas faux, je n'aurais pas aimé face à une telle nouvelle avoir cette réaction. Alors évidemment qu'il n'a pas décidé de se lancer à ce moment-là. Néanmoins, je pense qu'une barrière psychologique probablement est tombée. C'est-à-dire qu'il s'est senti à partir de ce moment-là d'égal à égal. Et il y en a un autre qui a eu aussi François Hollande, quand il s'est lancé dans la campagne présidentielle, vraiment, c'était après la mort de sa mère. Donc je ne dis pas que c'est les moments déterminants, mais c'est une barrière psychologique qui tombe. Vous avez dit tout à l'heure qu'Emmanuel Macron s'est fabriqué. On sait aussi que tout au long de son parcours, il a eu des parrains, des grands frères, des personnalités vraiment extrêmement bienveillantes. D'ailleurs, aujourd'hui, certains lui reprochent cette galaxie qui le porte ou l'encourage vraiment à bout de bras. Elle a été déterminante aussi, on peut les citer, c'est vraiment une galaxie qui passe par d'éminents conseillers, par des grandes personnalités. Elle est un peu à double tranchant, cette galaxie. Elle a peut-être aidé au départ, maintenant, pour certains, c'est un peu son talon d'Achille. Oui, parce que pour certains, ces hommes qui l'ont aidé sont d'une certaine façon un condensé de ce qu'on appelle le système français. Alors on peut le voir de 2 façons, c'est-à-dire ces hommes, c'est-à-dire il y a eu
successivement, il y a eu Jean-Pierre Jouyet, il y a eu Jacques Attali, il y a eu Serge Wimbert, il y a évidemment François Hollande, enfin bon, ça qui n'est pas vraiment dans le système, mais David de Rothschild, François Henrot qui travaille, donc Alain Minck. Donc effectivement, tous ces hommes-là l'ont aidé. Mais alors, d'une certaine façon, j'en ai parlé avec Jacques Attali qui dit un peu que Emmanuel Macron est sa créature de façon assez étonnante. Mais il dit, mais en fait, c'est le système, comme on dit, fonctionne comme une sorte de compagnonnage, en fait. C'est les meilleurs qui sont poussés en avant et qui sortent. Et s'ils en sortent, c'est pas par des magouilles, c'est la fin d'une chaîne de méritocratie républicaine. Emmanuel Macron, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a obtenu les meilleurs, parmi les meilleurs diplômes de la République, sauf normal, il a raté par le travail. Oui. Donc ça, on ne peut pas lui enlever. Dans ce tableau de famille, il y a sa femme, ça on le découvre vraiment ici. Dans les médias d'ailleurs, certains insistent sur la différence d'âge, mais en lisant votre enquête, ce qui frappe le plus, au-delà de la différence d'âge qui ne frappe pas tellement quand on voit que c'est l'unique amour qu'il a. Et ça, vraiment, on va laisser les téléspectateurs le découvrir. Une dernière question. Sur sa communication, on a parfois l'impression qu'il n'est pas si moderne que ça. Est-ce que c'est un faux moderne? Est-ce que c'est un faux jeune, Emmanuel Macron? Il a un côté vieil enfant, oui. Il a un côté vieil enfant. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il dit qu'il est passé directement de l'enfance à l'âge adulte, qu'il n'a pas passé par l'adolescence. Et ce côté faux moderne... C'est vrai qu'il aime les classiques, c'est vrai qu'il aime dans la musique, il le dit d'ailleurs en riant, il aime plutôt les tubes des années 80 et que sa femme a presque plus des goûts d'aujourd'hui que lui. Sur tout ce qui est, il est arrivé plutôt sur le tard, sur tout ce qui est réseaux sociaux, ce qui ne l'empêche pas de connaître quand même parfaitement bien le monde de la tech. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas, il n'est pas aussi moderne qu'on tend à le dire. En tout cas, c'est très nuancé. C'est ce que vraiment rend votre livre, avec une personnalité complexe et un parcours très déterminé. On va le voir avec peut-être l'aboutissement et le commencement dimanche. Merci Anne Fulda, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Voici Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait chez Plomb. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, ce sont les moments choisis à découvrir sur Public Sénat. Très mauvaise façon par ailleurs d'aborder le phénomène du terrorisme, on ne sait plus de quoi on parle. Bon, et elle tire à la Kalachnikov, si je peux dire, surtout, tout est assimilé. Hier soir, même le pauvre Macron, je ne veux pas le défendre, qui est considéré quasiment comme étant un suppôt. Non, mais en l'occurrence, elle l'a accusé d'être quasiment tenue par l'UOIF. Bon, c'est ridicule, tout ça. Il y a un gagnant pour vous quand même hier soir. Il y a un gagnant, une gagnante pour vous? Moi, je crois que ça ne fait pas bouger les lignes, vraiment. Sûr? Bon, écoutez, je crois que celui qui est favori dans les sondages, M. Macron, va continuer à l'être nettement. J'entends souvent dans la bouche des électeurs du FN, c'est qu'ils vont dire on a essayé la droite, on a essayé la gauche, aujourd'hui on va essayer le FN. En pleine discussion politique, on n'a pas essayé ça. Nous retrouvons Cindy, Chloé, Mathilde et Marie, 4 étudiantes en histoire. Entre abstention, vote blanc ou vote Macron, pour le second tour, leurs avis divergent. Elles supportent mal, en tout cas, les discours culpabilisants. Honnêtement, aujourd'hui, si Marine Le Pen est au second tour, c'est à cause des 21% de personnes qui l'ont menée là. C'est pas à cause des gens qui ont voté Hamon, qui ont voté Mélenchon, qui ont voté Fillon. Non, c'est à cause des gens qui ont voté Marine Le Pen, carrément. Donc il faut arrêter de culpabiliser les gens. On a un droit de vote et on doit l'exercer en tant que tel. On ne doit pas juste le faire pour faire barrage à quelqu'un. Au soir de sa défaite, sans hésiter, François Fillon appelle à voter pour Emmanuel Macron. Une résolution qui tranche avec les atermoiements qui ont agité son parti dans les jours suivants. Face au Front National, l'abstention ne peut être un choix. Nous appelons à voter contre Marine Le Pen. LR n'appelle pas formellement à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite, une posture qui fissure l'unité de la famille. Des personnalités comme Bruno Le Maire, Alain Juppé, Xavier Bertrand, Christian Estrosi, François Baroin et même Nicolas Sarkozy annoncent qu'ils voteront Macron sans état d'âme, et ils ne sont pas les seuls. Je voterai Macron par défaut, totalement par défaut. Il n'y a pas de campagne pour Macron, il n'y a pas de soutien à Macron, il n'y a pas d'alliance avec Macron. Ils sont combien candidats? Il n'y en a que 2. Si vous dites faire battre le Front National, ça revient quand même bien à dire que c'est Macron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui,
le peuple a son mot à dire. Oui, je porte la voix d'une France qui a son mot à dire. Et que cela ne plaise pas au système m'importe peu et croyez-moi, ne me fera pas taire. Ça, on a bien compris. On a bien compris qu'il n'aime pas qu'on bouscule le chouchou. Nous moraliserons la vie politique pour la clarifier, la rendre plus transparente, interdire les conflits d'intérêts, clarifier les règles financières et fiscales, le fonctionnement des partis comme celui des élus, parce que c'est cela qui restaurera la confiance dans chacune et chacun. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'info. Belle fin de soirée en notre compagnie.